Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'élection des députés en Guinée et la mise en place de l'Assemblée nationale doivent mettre fin à la transition qui dure depuis plus de 2 ans. Les législatives qui étaient prévues au plus tard 6 mois après l'élection présidentielle de 2010 peinent à se tenir à cause de la crise survenue autour de la CENI et du fichier électoral. De la même manière qu'il s'était résolument engagé pour réussir une élection présidentielle démocratique, le CNT s'implique de nouveau dans la résolution de la crise pour permettre l'organisation d'élections législatives crédibles et apaisées. Mesdames et messieurs, nous recevons ce soir la présidente du CNT, Adia Biatoussera Diallo. Adia, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction, encore une fois. Merci, avec un grand plaisir pour moi. Ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission, Adia. En quoi consiste réellement cette fameuse crise qui empêche la tenue des législatives dans notre pays? En fait, cette crise, elle est de tous bords. On est tous responsables de cette crise. Les politiciens, mais aussi les institutions, la population elle-même. Donc, vous savez, les accords de Ouaga, d'ailleurs, vous l'avez dit, c'était pour 6 mois. Ensuite, notre propre constitution qui nous a amenés au présidentiel disait que 6 mois après l'investiture, mais toujours les malentendus et le manque de dialogue a fait que ça traîne. Donc, la responsabilité, quand même, elle est partagée de part et d'autre. C'est pourquoi l'engagement politique d'aller de l'avant, c'est à tous les niveaux. L'exécutif doit pouvoir le faire, les politiciens, parce que les politiciens ont un rôle d'éduquer, de former leurs adhérents, mais les institutions aussi, même si nous n'avons pas en charge d'organiser les élections, mais chacun a un rôle à jouer, les femmes, les jeunes, les religieux, parce qu'on ne peut être imam que si il y a des fidèles. Oui. Donc, voilà la crise d'où elle est tenue. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant que présidente donc, du CNT, à vous engager dans la recherche d'une solution de crise? En fait, la motivation n'est pas seulement au niveau de la présidente du CNT, mais la motivation, c'était au niveau de tous les conseillers. Parce que les conseillers, le 21 juin, après toutes les crises qu'on a connues et on a vu que ça n'avance pas, le 21 juin, nous avons tenu une plénière spéciale sur l'organisation des législatives. Et cette plénière a mandaté le bureau exécutif de réfléchir, parce que vous savez, on avait déjà réfléchi nous sur une loi organique sur la CENI, oui, qui était une loi technique qui avait été rejetée par les partis politiques, par l'exécutif, par la CENI elle-même. Donc nous l'avons rangée parce que nous voulons prôner la paix dans ce pays. Pour que le dialogue, on pensait que le dialogue inclusif allait apporter des solutions et que les gens allaient s'entendre. Mais ce dialogue inclusif aussi a duré 4 mois et ils n'ont pu s'entendre que sur 8 points et 8 autres points dont la CENI n'avait pas été résolue. Donc les conseillers ont été motivés pour dire non, il faut qu'on remette la loi sur la CENI sur la table. Donc, l'exécutif a été mandaté de consulter les partis politiques, mais tous les autres acteurs, pour demander qu'est-ce qu'ils veulent réellement, pour nous permettre, au niveau des commissions, de réfléchir, de travailler ou d'améliorer la loi qu'on avait déjà proposée. Donc, voilà la motivation d'où elle est partie et un chronogramme avait suivi. Et dans ce chronogramme, tous les partis politiques devraient être, par bloc, devraient être consultés. Et les autres acteurs aussi de la société civile devraient être contactés. Mais aussi, le chef de l'État, en dernière position, devrait être contacté. Donc, mais à mi-parcours, le chef de l'État aussi a pris l'engagement de mandater les institutions républicaines de réfléchir et de lui faire des propositions de sortie de crise. Donc vous voyez, les deux voies allaient dans le même sens et c'est pourquoi nous avons combiné les deux à la fois pour aller ensemble. Donc c'est pour ça que vous avez adopté cette démarche et cette stratégie qui consiste donc à réunir tous les acteurs socio-politiques du pays. Oui. Alors, quel constat et quelles conclusions tirez-vous de ces concertations que vous avez eues donc avec les différents acteurs
politique, sociopolitique de la Guinée? Je dis qu'il faut s'en féliciter de ces concertations parce que le rapport que nous avons produit, le CNT a produit, après toutes ces concertations, il faut signaler maintenant que les organisations des femmes avaient le même souci, donc elles avaient déjà fait des concertations et avaient des propositions. La société civile également était dans la même logique et le conseil religieux aussi, musulmans et chrétiens, ils avaient le même souci, ils avaient fait des concertations et ils avaient des propositions. Donc, avec tous ces contacts, ces concertations, ça nous a permis de faire un rapport et cela nous a fait toucher du doigt qu'une loi technique n'était pas du tout appropriée et tout le monde voulait plutôt d'une loi politique suivant le paysage politique actuel. Oui. Donc, cela a fait que le CNT a reculé sur une loi technique en faveur d'une loi politique, comme certains le veulent. Mais aussi, ces concertations ont prouvé que tous ceux qui ont été concertés, à tous les niveaux, chacun parlait de la recomposition de la CENI. Soit une recomposition paritaire, soit une recomposition partielle, soit une recomposition en augmentant le nombre des membres. Donc c'est pour ça le rapport qu'on a envoyé au chef de l'État a relaté les trois options et nous avons fait 3 propositions. Donc ces 3 propositions se recoupent, mais tout cela devrait aboutir soit à un accord politique, soit par la loi. Par la grâce de Dieu, cela a été par un accord plutôt par la loi, donc en respectant le contenu de notre Constitution. Comment avez-vous accueilli toutes les critiques émanant de certains politiques et de certains médias? Oh, vous savez, hein, c'est ça aussi la démocratie. Quand on ne te dit pas tes défauts, eh ben, tu ne peux pas t'améliorer. Moi, je pense que ces critiques m'ont servi. J'ai accueilli avec bienveillance ces critiques et je voyais dans ces critiques les faiblesses, mes forces, et cela m'a permis de recentrer tout cela et améliorer ma conduite et améliorer la volonté, la conduite du CNT et amener à respecter la Constitution. Donc ça, c'est la syndicaliste qui a eu le dos large. Ah, bien sûr, il faut toujours avoir le dos là parce qu'on ne peut pas toujours être au même niveau d'information et de formation. Donc c'est plutôt prouvé, tel que quand j'entends dire que c'était un coup d'État constitutionnel, on ne parlait pas de loi, c'était un rapport. Ce n'est qu'un rapport de synthèse qui a été déposé au chef de l'État. Ce n'était pas une loi quand même. Donc, moi, j'étais très confortable dans ma position. Et puis, quand ta conscience aussi ne te reproche de rien, eh bien, ça renforce aussi ta capacité. Mais les critiques ne m'ont pas du tout dérangé. Au contraire, j'ai accueilli avec bienveillance parce que tout n'est pas rose, je ne suis pas parfaite, je suis un être humain. Donc, ils ont apporté un plus à ce que je dois faire. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire, je pense que ça a été du bien pour tout un chacun et particulièrement à ma personne aussi. Alors, est-ce que vous pensez que le projet de loi sur la recomposition paritaire de la CENI, qui vient d'être voté par les conseillers nationaux, est en mesure de résoudre la crise latente? Bon, ça ne résout pas totalement tous les problèmes concernant la CENI, parce que vous savez, il y avait 2 volets. Et le volet technique était confié à une organisation internationale, c'est concernant l'opérateur, concernant le fichier, donc c'était confié à l'OIF. Donc le volet institutionnel était confié aux institutions républicaines et en particulier le CNT. Donc il faut se féliciter qu'à ce jour, que ce volet institutionnel soit résolu, et s'il y a cette volonté politique à tous les niveaux, que le volet institutionnel soit résolu, parce que la recomposition de la CENI, c'est-à-dire les nouveaux membres de la CENI, ce seront avec eux que l'institution internationale pourra travailler, examiner concernant l'opérateur, concernant les 20 points de recommandation de l'OIF,
est-ce que c'est approprié, est-ce qu'il ne le faut pas, comment on va faire. Donc c'est avec la nouvelle CENI. Et puisqu'elle est paritaire, les partis politiques seront là d'opposition, la mouvance sera là, la société civile. Donc tout le monde, l'administration sera là. Donc c'est à eux, avec toutes les parties, ils vont discuter. Mais mieux, nous avons demandé qu'on renforce la CENI par la mise en place d'un comité de suivi. Et ce comité de suivi, dans la loi, c'est bien précisé aussi, parce qu'ils auront l'audit interne une fois par an, mais l'audit externe aussi, parce qu'il y a les partenaires au développement qui apportent leur contenu. Donc ce comité de suivi qu'on va mettre très certainement en place pour renforcer la capacité de la CENI, il y aura les représentants des partis politiques, il y aura les représentants des institutions républicaines, il y aura les représentants des partenaires qui apportent leurs fonds, leurs moyens financiers pour accompagner, pour que chacun ait l'œil dessus pour aider la CENI à avancer. Donc je pense qu'avec tout cela en place et la volonté de tout un chacun, pourra nous permettre d'aller de l'avant. Alors, donc la CENI recomposée et paritaire règle donc le problème institutionnel. Reste alors le problème du fichier électoral. Oui. Que préconisez-vous pour résoudre cette question importante? Justement, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Quand la CENI sera mise en place, ils vont revoir avec l'OIF, ils vont en discuter et nous allons nous impliquer aussi parce qu'il s'agit de notre nation, il s'agit de notre pays et nous ne devons pas baisser les bras, il faut qu'on sorte de cette transition. Il y a beaucoup de choses qui attendent. La population n'attend pas simplement qu'on parle simplement que politique. La population a besoin de développer ce pays. Et sans ces élections législatives, nous traînons les pas. Le lourd fardeau, c'est le peuple qui va supporter sur ses épaules. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. Donc, chacun doit pouvoir s'impliquer pour qu'on trouve la solution, qu'on sorte de ça et qu'on pense comment développer le pays. La population a besoin aujourd'hui d'accéder aux soins de santé, à l'éducation, à la formation, se nourrir, se vêtir, à l'électricité. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Et comme vous voyez, l'argent a peur des cris. Comment résoudre tout cela? Donc aujourd'hui, l'exécutif est l'élu du peuple. Nous avons besoin d'une assemblée nationale qui va être l'émanation du peuple. Donc à ce moment, nous aurons les deux pieds. Et respecter le contenu de la Constitution, à savoir, par exemple, la séparation des trois pouvoirs. Oui. Donc, voyez-vous, donc il y a du travail, et moi je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Et qu'on cesse d'instrumentaliser, par exemple, les jeunes qui ont besoin d'emploi. Justement, ces jeunes qui sont en proie à des violences terribles ici à Conakry depuis quelques jours. C'est toujours les victimes. Mais la femme encore plus que tout. Parce que c'est la femme qui donne vie. C'est la femme qui donne le lait. Donc c'est elle qui perd son mari. C'est elle qui perd son emploi. C'est elle qui perd son fils. Donc vous voyez combien de fois ce lourd fardeau pèse sur les épaules des femmes. Donc c'est maintenant, mieux vaut prévenir que guérir. Toutes les femmes doivent se mobiliser pour qu'on aille de l'avant. Pour qu'on se donne la main. Pour que ces violences cessent. Et que les jeunes puissent avoir maintenant un emploi décent. Un emploi décent pour tout. Vous trouverez des familles où le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas, les jeunes, personne ne travaille, des diplômés sans emploi. Donc, c'est ce qui préoccupe le peuple aujourd'hui. C'est pas tout le temps parler politique. La Guinée a besoin de la paix, facteur essentiel du développement humain durable. Hadja Rabia Toussera Diallo, vous êtes la présidente du CNT et vous êtes toujours au devant de la scène en ce qui concerne le pays, en ce qui concerne le développement de la Guinée. Est-ce que vous avez un message à livrer aux populations guinéennes? Bien sûr, je ne cesserai jamais. Vous savez, le CNT a déjà lancé cet appel, mais ce n'est toujours pas suffisant. Le chef de l'État a lancé un appel, mais je dis que ce n'est pas suffisant. On a besoin des actes. Quelquefois, quand moi je réfléchis, puisque je viens de loin, comme tant d'autres d'ailleurs, nous venons de très loin,
Et quelquefois, quand je réfléchis, je suis vraiment perdue. Parce que quand je vois, à l'époque 2006-2007, pendant les négociations avec le groupe de contact international, je me demande, le professeur Alpha Condé, est-ce que c'est le même professeur? Pourquoi pas? Parce que Lansana Kouyaté, Cellou Dalein, Sidia Touré, Abakar Silla, et tant d'autres que je ne cite pas, nous étions au nombre de 12. Jean-Marie Doré, j'assure, sans compter ceux de la société civile, les Bakary Fofana, mon jumeau Ibrahima Fofana, oui. Les Penda, les syndicalistes. Vous étiez au front à l'époque? On était au front, on était serrés. C'est à ce moment on a créé le Forum des forces vives. On parlait d'une même voix. On marchait dans les rues de Abuja, de Ouagadougou, ensemble à 1h, 2h du matin. On mangeait dans des maquis. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Quelquefois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une troisième force qui mette les gens là dos à dos pour que le pays n'avance pas? Un troisième groupe invisible qui ne pense pas au bonheur de la Guinée, qui ne pense pas à ce peuple. Nous avons tous lutté pour sortir notre pays de cette crise. Le retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi les gens là ne vont pas s'enfermer comme on le faisait dans nos hôtels, dans des chambres à coucher, ou bien dans des rues ou dans des salles de maquis? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Donc c'est un parmi nous qui a eu cela. Il reste encore, il y a tellement à faire. Je voulais que vraiment que les 12 là se mobilisent encore pour dire nous sommes ensemble pour sortir notre pays de cette crise. La Guinée d'abord. La Guinée passe avant tout. L'Unseni Fall, je me rappelle encore à Abuja, il nous avait fait de... Pourquoi on ne va pas choisir notre président maintenant là parmi nous à Abuja? Vous voyez des idées. Pourquoi les gens là ne vont pas se retrouver? Quelquefois j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, je suis perdue. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce qu'on n'a pas changé leur esprit? Je ne sais pas, mais j'en appelle à tous. Moi, j'ai été victime plusieurs fois. Et tous m'ont rendu service pour me rendre encore plus forte. Quand on a brûlé ma plantation, Sidia Touré m'a donné 300 plants. Et puis, il est venu avec des techniciens pour replanter, pour dire, Hadja, va continuer ta lutte. Je me rappelle encore quand Lansana Kouyaté est venu rendre visite à mon fils malade à domicile. J'étais dans l'obscurité. Le lendemain, il m'a amené un moteur. À Taouya. Oui, à Taouya. Quand nous sortons chacun d'eux, ils mettent la main à la poche pour les syndicalistes pour nous donner à manger parce qu'on souffrait. Quelquefois, on prend la route. On n'avait pas ces moyens. L'État ne nous donnait rien. Mais ils ont tous contribué pour que nous soyons un et indivisibles. Pourquoi pas aujourd'hui? Il s'agit de ce peuple de Guinée que nous avons tous pris des engagements à sortir de cette crise. Donc j'en appelle à eux d'abord. Aux leaders politiques. Aux leaders politiques.